L'air semblait chargé d'une tension invisible lorsque Jennifer et Yolande avançaient lentement sur ce chemin isolé, loin de l'agitation familière du Mistral, comme si chaque pas les éloignait un peu plus de toute possibilité de retour à la normale. Le silence qui les entourait n'était pas apaisant, mais lourd, presque menaçant, et malgré les efforts de Jennifer pour maintenir une apparence calme, une inquiétude sourde ne cessait de grandir en elle, nourrie par l'étrangeté de leur situation et l'absence totale de repères. Yolande, encore affaiblie mais portée par une volonté tenace, s'appuyait sur la branche improvisée que Jennifer lui avait préparée, transformant ce simple morceau de bois en symbole fragile de survie et de détermination. Chaque mouvement lui coûtait, mais elle refusait de céder à la douleur, consciente que céder signifierait ralentir, et que ralentir pourrait les condamner toutes les deux. Dans son regard, une forme de lucidité s'était installée, une lucidité née de l'expérience et du danger, comme si elle comprenait déjà que leur épreuve n'était pas terminée. Jennifer, quant à elle, tentait de transformer chaque geste en solution, chaque détail en ressource, comme lorsqu'elle avait écrasé des murs sauvages pour adoucir l'eau, un acte simple mais révélateur de son instinct de protection. Ce n'était pas seulement une question de survie physique, mais aussi de maintenir un semblant d'espoir, une étincelle capable d'empêcher le désespoir de s'installer. Yolande l'observait avec une admiration discrète, percevant chez elle une force qu'elle n'avait peut-être jamais pleinement reconnue auparavant. Dans ce moment suspendu, Yolande trouva la force de lui confier ce qu'elle pensait réellement, non pas comme une simple remarque, mais comme une reconnaissance sincère de ce qu'elle voyait en elle. Elle percevait chez Jennifer bien plus qu'une employée de cabinet médical, mais une femme capable de garder la tête froide dans les situations les plus extrêmes, une qualité rare qui faisait toute la différence entre la panique et la survie. Cette prise de conscience semblait presque transformer le regard qu'elle portait sur elle, comme si une nouvelle hiérarchie invisible venait de s'installer entre elles. Pendant ce temps, ailleurs, la situation prenait une tournure bien plus brutale, presque violente, lorsque Laura faisait face à l'un des hommes de Dassari avec une détermination qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Chaque mouvement était calculé, chaque geste précis, comme si elle avait déjà répété cette scène des dizaines de fois dans son esprit. Elle n'agissait pas sous l'effet de la peur, mais avec une froide efficacité, consciente que la moindre erreur pourrait avoir des conséquences irréversibles. L'homme tenta de résister, mais il n'avait pas anticipé une telle riposte, encore moins une telle maîtrise. En quelques secondes, Laura parvint à le neutraliser, l'attachant et le réduisant au silence, transformant ce qui aurait pu être une confrontation dangereuse en un avantage stratégique. Arthur, présent à ses côtés, observa la scène avec un mélange de surprise et de respect, réalisant que la situation venait de basculer, même si rien n'était encore gagné. Lorsque Laura récupéra l'arme, ce geste prit une dimension symbolique forte, comme si elle reprenait un pouvoir qui leur avait été arraché. Elle ne montra aucune hésitation, mais dans son regard, une détermination nouvelle se lisait, renforcée par la certitude que Jennifer et Yolande étaient en danger immédiat. Arthur comprit à cet instant que le temps jouait contre eux, et que chaque seconde perdue pouvait rapprocher leurs proches d'un point de non-retour. Le nom de Nadia fut alors prononcé, et avec lui, une vérité qui changea immédiatement la perception de toute la situation. Laura révéla sans détour que Nadia n'était pas une victime, ni une simple présence périphérique, mais bien la complice directe de l'un des hommes de Dassari. Cette révélation eut l'effet d'un choc pour Arthur, dont le visage se ferma instantanément, comme si une partie de lui refusait encore d'accepter cette réalité. Il y avait dans son regard une lutte intérieure, une résistance instinctive face à cette trahison qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir. Nadia n'était pas seulement un nom ou une figure secondaire, elle faisait partie de son histoire, de son équilibre, et l'idée qu'elle puisse être impliquée dans un tel piège semblait presque irréelle. Pourtant, la gravité du moment ne laissait aucune place au doute, et Arthur comprit qu'il devait dépasser ses émotions pour agir. Pendant ce temps, sur la route isolée, Jennifer et Yolande continuaient leur progression, portées par un espoir fragile mais nécessaire. Lorsqu'elles aperçurent enfin une silhouette familière, une vague de soulagement traversa immédiatement leur visage, comme si toutes les tensions accumulées trouvaient enfin une issue. La présence de Nadia, à cet instant précis, apparut comme une délivrance, une promesse de retour à la sécurité. Jennifer fut la première à réagir, avançant avec une confiance retrouvée, convaincue que leur calvaire touchait à sa fin. Elle demanda simplement un téléphone, un geste banal en apparence, mais chargé d'une urgence évidente. Yolande, elle aussi, laissait apparaître une forme de relâchement, comme si son corps acceptait enfin de se détendre après tant d'efforts. Mais ce moment de répit ne dura qu'un instant trop bref pour être réel, car la réalité se brisa brutalement lorsque Nadia sortit une arme.
Le geste fut rapide, précis, sans tremblement, révélant une détermination froide qui contrastait violemment avec l'image qu'elles avaient d'elle. Le silence retomba immédiatement, mais cette fois, il n'avait plus rien d'apaisant. Jennifer resta figée, incapable de comprendre immédiatement ce qui venait de se produire, comme si son esprit refusait d'associer Nadia à une menace. Le choc fut d'autant plus violent qu'il venait briser un espoir naissant, transformant la confiance en peur en l'espace de quelques secondes. Yolande, plus lucide peut-être, comprit immédiatement la gravité de la situation, et son regard se durcit, prêt à affronter une nouvelle épreuve. Dans ce face-à-face tendu, Nadia ne laissait transparaître aucune hésitation, comme si elle avait déjà accepté son rôle dans ce piège. Son regard ne cherchait pas à convaincre ni à expliquer, mais simplement à imposer une réalité désormais inévitable. Jennifer et Yolande n'étaient plus en fuite, elles étaient devenues des otages, des pièces dans un jeu qui les dépassait complètement. Pendant ce temps, au Mistral, une autre forme de confrontation se jouait, moins violente en apparence, mais tout aussi révélatrice des tensions qui traversaient la ville. Blanche, confrontée aux propos racistes de Didier, choisit de ne plus subir en silence, transformant une situation humiliante en opportunité de vérité. Elle activa l'enregistrement de son téléphone, capturant chaque mot, chaque nuance, comme autant de preuves irréfutables. Ce geste, en apparence simple, marquait un tournant dans son attitude, comme si elle refusait désormais d'accepter l'injustice sans réagir. William, à ses côtés, comprit immédiatement l'importance de cette initiative, et une forme de solidarité s'installa entre eux, renforcée par la volonté commune de ne pas laisser ses paroles sans conséquence. L'idée d'aller au commissariat prit alors tout son sens, non pas comme une menace, mais comme une nécessité. Dans un tout autre registre, à Massalia, l'atmosphère semblait presque légère, presque insouciante, contrastant fortement avec le drame qui se jouait ailleurs. Morgan et Baptiste s'affrontaient autour d'une partie de baby-foot, sous le regard amusé de Jules, qui faisait office d'arbitre improvisé. Ce moment de détente, en apparence anodin, cachait pourtant une dynamique plus complexe, faite de non-dits et d'attentes implicites. Lorsque Morgan remporta la partie, une satisfaction sincère illumina son visage, mais elle fut rapidement remplacée par une interrogation, presque une suspicion. Elle chercha à comprendre si cette victoire était réellement méritée, ou si elle n'était que le résultat d'un geste volontaire de Baptiste. Cette question, en apparence légère, révélait en réalité une forme de fragilité, un besoin de reconnaissance authentique. La réponse de Baptiste, simple et directe, brisa immédiatement cette illusion, révélant qu'il n'avait pas laissé gagner Morgan, mais qu'il était simplement préoccupé par une autre obligation. Ce détail, en apparence insignifiant, eut pourtant un impact profond sur Morgan, qui réalisa qu'elle s'était laissée emporter par ses propres projections, construisant une réalité qui n'existait pas. Ce contraste entre illusion et réalité, entre espoir et désillusion, faisait écho à ce que vivaient Jennifer et Yolande, bien que dans des proportions bien plus dramatiques. Car pendant que certains jouaient et se questionnaient sur leurs émotions, d'autres se retrouvaient pris au piège, confrontés à une menace bien réelle, sans possibilité immédiate de fuite. Et au cœur de ce chaos, une certitude commençait à émerger, lente mais implacable. Rien de ce qui se passait n'était le fruit du hasard, et chaque action, chaque révélation, semblait s'inscrire dans un plan plus vaste, orchestré dans l'ombre, dont Jennifer et Yolande venaient de devenir les victimes les plus visibles. La bascule avait été si brutale que Jennifer peinait encore à reprendre pied dans la réalité, comme si son esprit refusait d'intégrer ce renversement soudain où l'espoir venait de se transformer en piège. Quelques secondes auparavant, elle avançait avec la certitude d'être sauvée, et désormais, elle se retrouvait face à une arme, tenue par une personne qu'elle pensait connaître. Cette fracture intérieure, entre confiance et menace, créait en elle une confusion presque paralysante. Yolande, quant à elle, ne laissa pas cette confusion s'installer trop longtemps. Son regard s'ancrant dans celui de Nadia, elle chercha immédiatement à comprendre non pas pourquoi, mais comment réagir. L'expérience lui avait appris que dans certaines situations, poser des questions ne servait à rien, et que seule l'observation permettait de survivre. Elle remarqua la fermeté de la main de Nadia, l'absence de tremblement, et comprit que cette confrontation n'était pas improvisée. Nadia, immobile, imposait un silence lourd, comme si chaque seconde servait à affirmer son contrôle sur la situation. Elle ne cherchait pas à expliquer ses actes, ni à justifier son choix, mais simplement à installer une hiérarchie claire où elle détenait le pouvoir. Cette froideur, presque clinique, révélait une transformation profonde, un passage définitif du côté de ceux qui agissent sans retour possible. Jennifer tenta malgré tout de briser cette tension en cherchant un point d'accroche, un élément capable de réveiller chez Nadia une part d'humanité. Mais elle se heurta à un mur invisible, une distance qui ne laissait aucune place à la discussion.
Elle comprit alors que leur seule chance ne résidait pas dans les mots, mais dans le temps, dans la capacité à attendre une opportunité, aussi infime soit-elle. Pendant ce temps, Laura et Arthur progressaient rapidement, guidés par une urgence qui ne cessait de croître à mesure que la situation se précisait. Le visage d'Arthur restait fermé, marqué par une tension intérieure qu'il peinait à contenir. Chaque information concernant Nadia renforçait en lui un mélange de colère et de déception, mais il refusait de se laisser submerger, conscient que toute perte de contrôle pourrait compromettre leur mission. Laura, plus concentrée que jamais, avançait avec une précision presque méthodique. Elle analysait chaque élément, chaque indice, cherchant à anticiper les mouvements de Dassari et de ses complices. L'arme qu'elle tenait n'était pas seulement un outil de défense, mais aussi un symbole de responsabilité, un poids supplémentaire qu'elle assumait sans hésitation. Lorsqu'elle évoqua la possibilité que Nadia puisse être en contact direct avec Dassari, Arthur sentit un frisson le parcourir. Cette connexion rendait la situation encore plus complexe, car elle signifiait que leurs adversaires n'agissaient pas de manière isolée, mais selon une stratégie coordonnée. Il comprit alors que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences en chaîne, bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Dans un geste décisif, Arthur confirma avoir pris une initiative essentielle pour ralentir leur fuite potentielle. En récupérant les bougies d'Ulm, il avait volontairement saboté toute tentative d'évasion aérienne, coupant ainsi une voie de sortie qui aurait pu leur permettre de disparaître sans laisser de traces. Ce choix, risqué mais nécessaire, montrait à quel point il était prêt à agir contre ceux qu'il connaissait, si cela permettait de sauver des vies. Pendant ce temps, sur le terrain, la situation entre Nadia, Jennifer et Yolande évoluait vers une tension encore plus palpable. Le simple fait d'être immobile, de ne pas savoir ce qui allait suivre, créait une pression psychologique intense. Jennifer sentait son cœur battre plus vite, chaque battement résonnant comme un rappel brutal de leur vulnérabilité. Yolande, malgré la fatigue, tenta de garder une posture stable, refusant de montrer la moindre faiblesse. Elle savait que dans ce genre de situation, la perception comptait autant que la réalité, et que paraître fragile pouvait encourager la domination de l'adversaire. Elle ajusta légèrement sa position, s'appuyant sur sa béquille improvisée, comme pour rappeler qu'elle restait capable de tenir debout, malgré tout. Nadia observa ce geste sans réaction apparente, mais son regard se fit plus attentif, comme si elle évaluait la résistance de ses otages. Elle comprenait que la peur ne suffisait pas toujours à contrôler quelqu'un, et que certaines personnes possédaient une forme de résilience difficile à briser. Cette prise de conscience ne la fit pas reculer, mais elle ajouta une nuance à son comportement, une vigilance accrue. C'est alors qu'elle sortit son téléphone, établissant un contact avec son frère, dans un geste qui confirma définitivement la nature de la situation. Sa voix, bien que maîtrisée, portait une tension sous-jacente, comme si elle jouait un rôle précis dans un plan plus vaste. Elle n'avait pas besoin d'en dire beaucoup, quelques mots suffisaient à faire comprendre que Jennifer et Yolande étaient désormais des otages. De leur côté, Jennifer et Yolande comprirent immédiatement l'implication de cet appel. Il ne s'agissait plus d'un acte isolé, mais d'une étape dans une stratégie plus large, où leur présence servait de levier. Cette réalisation ajouta une dimension supplémentaire à leur peur, car elle signifiait qu'elles n'étaient plus seulement en danger, mais utilisées comme monnaie d'échange. Au même moment, au commissariat, l'enquête prenait une tournure décisive lorsque Suzanne Commander se retrouva face à Stanislas et Idriss. L'atmosphère de l'interrogatoire était tendue, mais maîtrisée, chaque question étant posée avec précision, dans le but de faire émerger la vérité sans provoquer de fermeture totale. Suzanne, visiblement nerveuse, tentait de maintenir une cohérence dans ses réponses, mais son regard trahissait une agitation intérieure difficile à dissimuler. Lorsqu'elle évoqua l'achat de son scooter, elle chercha à donner une explication simple, presque anodine, comme si ce détail pouvait détourner l'attention. Elle parla du prêt de sa cousine Clémence, construisant une version crédible mais fragile, qui ne tarda pas à se fissurer sous la pression des questions. Stanislas, attentif, remarqua immédiatement les incohérences, et choisit de ne pas les confronter frontalement, préférant laisser Suzanne s'enfoncer dans ses propres contradictions. Peu à peu, la résistance de Suzanne commença à céder, non pas sous la contrainte, mais sous le poids de la situation. Elle comprit que continuer à mentir ne ferait qu'aggraver sa position, et qu'une forme de vérité pouvait, au contraire, lui offrir une issue. Ce moment de bascule fut subtil, presque imperceptible, mais il marqua un tournant dans l'interrogatoire. Elle finit par avouer, révélant qu'elle avait servi d'intermédiaire pour Dassari, sans en mesurer pleinement les conséquences au départ. Cette confession, loin d'être un soulagement, semblait l'alourdir encore davantage, comme si elle prenait conscience de l'ampleur de son implication.
Elle expliqua qu'une femme l'avait contactée, une femme dont elle pouvait désormais décrire les traits. Cette possibilité de dresser un portrait robot représenta une avancée majeure pour l'enquête, ouvrant une nouvelle piste qui pourrait permettre d'identifier un maillon essentiel du réseau. Idriss et Stanislas échangèrent un regard, conscients que cette information pouvait accélérer les choses, mais aussi révéler des connexions encore plus complexes. Pendant ce temps, au Mistral, Blanche poursuivait son propre combat, déterminée à transformer une situation injuste en acte de résistance. L'enregistrement qu'elle avait réalisé devenait désormais une arme, non pas pour se venger, mais pour faire reconnaître une vérité trop souvent ignorée. Elle proposa à William de porter plainte, non pas comme une option, mais comme une évidence. William, touché par cette démarche, accepta sans hésiter, comprenant que ce moment dépassait leur situation personnelle. Il s'agissait d'un acte symbolique, d'une manière de refuser la banalisation du racisme et de redonner du poids à la parole. Leur décision de se rendre au commissariat prit alors une dimension collective, presque militante. Après cette tension, un moment plus apaisé s'installa entre eux, lorsqu'ils trinquèrent ensemble au Mistral. Ce geste simple, presque banal, prenait une signification particulière, comme une manière de reprendre le contrôle, de réaffirmer leur dignité face à ce qu'ils venaient de vivre. Pourtant, derrière cette apparente légèreté, la réalité restait lourde, marquée par les événements en cours. Et ailleurs, dans l'ombre, Jennifer et Yolande restaient sous la menace de Nadia, prises au piège d'un plan dont elles ne percevaient encore qu'une partie, mais dont elles savaient déjà qu'il ne leur laisserait aucune marge d'erreur. La tension atteignait désormais un point de rupture, comme si chaque élément du puzzle se mettait lentement en place, révélant une mécanique implacable dont Jennifer et Yolande étaient devenues les rouages involontaires. Face à Nadia, le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant plus lourd que la précédente, tandis que l'incertitude grandissait autour de ce qui allait suivre. Ce n'était plus seulement une situation dangereuse, mais une véritable prise de contrôle psychologique. Jennifer, malgré la peur qui s'insinuait en elle, refusait de se laisser submerger. Elle observait Nadia avec une attention nouvelle, cherchant à déceler une faille, un moment d'hésitation qui pourrait leur offrir une opportunité. Mais ce qu'elle voyait ne la rassurait pas. Nadia semblait totalement engagée dans ce rôle, comme si elle avait franchi une ligne dont il n'y avait aucun retour possible. Yolande, de son côté, sentait son corps lui rappeler ses limites, mais elle s'efforçait de ne rien laisser paraître. Elle savait que la moindre faiblesse pouvait être exploitée, et que leur seule chance résidait dans leur capacité à rester lucide. Dans son regard, une détermination silencieuse persistait, alimentée par une volonté presque instinctive de protéger Jennifer, comme si elle refusait que la plus jeune porte seule le poids de cette épreuve. Nadia, observant leur réaction, ajusta légèrement sa posture, renforçant son autorité sans avoir besoin de mots. Elle n'élevait pas la voix, ne multipliait pas les menaces, mais imposait une présence qui suffisait à maintenir la pression. Cette maîtrise, presque froide, la rendait d'autant plus imprévisible, car elle ne laissait aucune place à l'erreur ou à l'improvisation. C'est alors qu'elle exigea qu'elle se déplace, indiquant une direction précise, comme si tout avait été planifié à l'avance. Jennifer comprit immédiatement que leur situation allait évoluer, qu'elles allaient être déplacées vers un lieu où toute tentative de fuite serait encore plus difficile. Cette perspective fit monter en elle une angoisse nouvelle, mais elle tenta de la contenir, consciente que paniquer ne ferait qu'aggraver leur situation. Pendant ce temps, Laura et Arthur poursuivaient leur avancée, guidés par les informations qu'ils avaient recueillies et par une intuition de plus en plus pressante. Le silence entre eux n'était pas un signe de distance, mais au contraire de concentration, chacun sachant que l'autre comprenait l'urgence de la situation sans avoir besoin de mots inutiles. Arthur, cependant, ne pouvait totalement ignorer le conflit intérieur qu'il traversait. Chaque pas le rapprochait d'une confrontation avec sa propre sœur, une idée qu'il aurait jugée impensable quelques heures plus tôt. Cette réalité le forçait à redéfinir ses priorités, à accepter que sauver Jennifer et Yolande signifiait peut-être s'opposer frontalement à Nadia. Laura, consciente de cette tension, ne chercha pas à le rassurer par des paroles, mais par son attitude. Elle restait focalisée sur leur objectif, avançant avec une détermination constante, comme pour lui montrer que dans ce genre de situation, l'action devait primer sur les émotions. Ce choix silencieux créa entre eux une forme de confiance, fragile mais essentielle. Au commissariat, l'enquête continuait de progresser, portée par les révélations de Suzanne Commander. Son aveu avait ouvert une brèche, et Stanislas comme Idriss savait qu'il devait exploiter cette opportunité sans perdre de temps. Le portrait robot en préparation représentait un espoir concret, une possibilité d'identifier la mystérieuse femme qui avait orchestré une partie des échanges.
Suzanne, désormais plus coopérative, semblait soulagée d'avoir parlé, mais ce soulagement restait teinté de peur. Elle réalisait que son implication la plaçait dans une position délicate, entre culpabilité et nécessité de se protéger. Chaque détail qu'elle donnait devenait une pièce essentielle, et elle en avait conscience, ce qui la poussait à réfléchir à chacune de ses paroles. Idriss, attentif, guidait l'échange avec précision, veillant à ne pas brusquer Suzanne tout en maintenant une pression suffisante pour éviter qu'elle ne se referme. Stanislas, lui, analysait chaque information, cherchant à relier les éléments entre eux pour dessiner une vision globale de la situation. Leur collaboration, fluide et efficace, témoignait de leur expérience face à ce type d'enquête. Dans un autre registre, Blanche poursuivait son engagement, déterminée à ne pas laisser les propos de Didier sans conséquence. Sa décision de porter plainte marquait une rupture claire avec toute forme de tolérance face à l'injustice. Ce n'était pas seulement une réaction personnelle, mais un acte réfléchi, presque politique, qui visait à donner du poids à une parole trop souvent minimisée. William, à ses côtés, trouvait dans cette démarche une forme de reconnaissance, comme si le fait de transformer cette expérience en action concrète lui permettait de reprendre le contrôle. Leur complicité se renforçait, non pas dans la légèreté, mais dans une solidarité née de l'épreuve. Ensemble, ils incarnaient une réponse collective à un problème qui dépassait leur simple interaction. À Massalia, l'atmosphère restait plus légère en apparence, mais les émotions de Morgane continuaient de la travailler. La révélation de Baptiste, loin d'être anodine, avait fissuré l'image qu'elle s'était construite. Elle réalisait qu'elle avait interprété des gestes, projeté des intentions, et que la réalité était bien différente. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, marquait un moment de lucidité important. Elle comprenait que ses attentes avaient influencé sa perception, et que cette distorsion pouvait la conduire à des déceptions répétées. Baptiste, de son côté, ne semblait pas mesurer pleinement l'impact de ses paroles, ce qui accentuait encore ce décalage. Mais ailleurs, loin de ses questionnements intimes, la situation atteignait un niveau critique. Jennifer et Yolande, sous la menace constante de Nadia, se retrouvaient désormais en mouvement, poussés vers une destination inconnue. Chaque pas les éloignait un peu plus de toute aide immédiate, renforçant leur isolement. Jennifer tentait de mémoriser chaque détail, chaque élément du paysage, comme si cette attention pouvait devenir une arme plus tard. Yolande, malgré la fatigue, restait attentive, consciente que la moindre information pourrait faire la différence. Leur silence n'était pas une soumission, mais une stratégie, une manière de conserver leur énergie pour le moment où elles pourraient agir. Nadia, en tête, avançait sans se retourner, certaine de son contrôle sur la situation. Elle ne montrait aucun signe de doute, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. Cette assurance, presque dérangeante, renforçait le sentiment que Jennifer et Yolande étaient prises dans un plan bien plus vaste qu'elles ne pouvaient l'imaginer. Et pendant que les lignes continuaient de se dessiner, une question restait suspendue, invisible mais omniprésente. Jusqu'où Nadia était-elle prête à aller pour mener ce plan à son terme? À mesure que le temps avançait, la situation semblait s'enfoncer dans une spirale de plus en plus oppressante, comme si chaque mouvement des protagonistes les rapprochait d'un point de non-retour. Jennifer et Yolande, désormais entièrement sous le contrôle de Nadia, perdaient progressivement toute illusion de maîtrise, mais tentaient malgré tout de préserver ce qu'il leur restait de lucidité, conscientes que leur survie dépendait de leur capacité à rester attentives. Le chemin qu'elles empruntaient devenait plus étroit, plus isolé, comme si Nadia avait volontairement choisi un itinéraire destiné à couper toute possibilité d'intervention extérieure. Jennifer observait chaque détail, enregistrant mentalement la direction du soleil, la texture du sol, les rares repères visuels, dans l'espoir que ces informations puissent un jour servir à leur libération. Cette vigilance constante lui permettait de contenir sa peur, de la transformer en outil plutôt qu'en faiblesse. Yolande, quant à elle, sentait la fatigue s'accumuler, mais refusait de céder. Son corps lui envoyait des signaux de plus en plus insistants, mais son esprit restait ancré dans une logique de résistance. Elle comprenait que leur captivité n'était pas seulement physique, mais aussi mentale, et que céder à l'épuisement reviendrait à abandonner toute chance de s'en sortir. Nadia, toujours en tête, maintenait une distance calculée, suffisamment proche pour imposer son autorité, mais assez éloignée pour éviter toute tentative de réaction. Son silence n'était pas un vide, mais une stratégie, un moyen de maintenir ses otages dans un état d'incertitude permanente. Elle n'avait pas besoin de parler pour contrôler la situation, et cette absence de communication renforçait l'angoisse de Jennifer et Yolande. Dans le même temps, Laura et Arthur se rapprochaient inexorablement de leur objectif, guidés par une combinaison d'indices et d'intuition. Leur progression n'était pas linéaire,
mais chaque décision semblait les rapprocher d'un point de convergence, comme si leur trajectoire et celle de Nadia étaient destinées à se croiser. Arthur, de plus en plus tendu, sentait le poids de la situation peser sur lui. L'idée de confronter sa propre sœur devenait une réalité imminente, et cette perspective le plaçait face à un dilemme moral profond. Pourtant, malgré cette lutte intérieure, il ne ralentissait pas, conscient que chaque seconde comptait pour Jennifer et Yolande. Laura, de son côté, continuait de jouer un rôle central dans leur avancée. Sa capacité à analyser rapidement les situations, à anticiper les mouvements adverses, faisait d'elle un élément clé dans cette course contre la montre. Elle ne laissait aucune place au doute, avançant avec une détermination constante qui servait de repère à Arthur. C'est alors qu'un élément déterminant prit toute son importance, l'action d'Arthur concernant les bougies d'Ulm commençait à produire ses effets. En privant Nadia et Dassari d'un moyen de fuite rapide, il avait considérablement réduit leurs options, les forçant à rester sur un terrain où ils pouvaient être interceptés. Cette décision, bien que risquée, devenait un atout majeur dans la stratégie globale. Mais cette contrainte imposée à Nadia pouvait également la rendre plus dangereuse, plus imprévisible. Coincée, elle pourrait être amenée à prendre des décisions radicales, et cette possibilité ajoutait une tension supplémentaire à la situation. Laura en était consciente, et cela renforçait encore son sentiment d'urgence. Au commissariat, l'enquête continuait de s'intensifier, portée par les nouvelles informations obtenues grâce à Suzanne. Le portrait robot prenait forme, chaque détail contribuant à dessiner les traits de cette mystérieuse femme qui semblait jouer un rôle central dans le réseau de Dassari. Cette avancée, bien que précieuse, soulevait également de nouvelles questions, élargissant encore le champ de l'enquête. Stanislas et Idriss, pleinement engagés dans cette dynamique, multipliaient les recoupements, cherchant à relier cette nouvelle piste aux éléments déjà en leur possession. Leur travail, méthodique et rigoureux, témoignait d'une volonté claire de démanteler l'ensemble du réseau, et pas seulement d'en neutraliser une partie. Suzanne, désormais impliquée dans ce processus, semblait osciller entre soulagement et inquiétude. Elle comprenait que sa coopération pouvait lui permettre de limiter les conséquences de ses actes, mais elle mesurait également les risques liés à cette exposition. Chaque information qu'elle fournissait la rapprochait de la vérité, mais aussi des représailles potentielles. Pendant ce temps, au Mistral, Blanche poursuivait son engagement avec une détermination renouvelée. Après avoir enregistré les propos de Didier, elle avait franchi une étape supplémentaire en décidant de porter plainte, transformant une situation personnelle en acte de résistance collective. Cette décision ne relevait pas de l'impulsivité, mais d'une réflexion profonde sur ce qu'elle était prête à accepter ou non. William, à ses côtés, trouvait dans cette démarche une forme de force, comme si le fait de ne plus subir passivement lui permettait de reprendre le contrôle sur sa propre histoire. Leur passage au commissariat ne représentait pas seulement une formalité, mais un moment symbolique, une affirmation de leurs droits face à une injustice trop souvent banalisée. Dans un autre coin de la ville, Morgan continuait de digérer la situation avec Baptiste, réalisant peu à peu que ses propres attentes avaient influencé sa perception. Cette prise de conscience, bien que difficile, lui permettait de mieux comprendre ses réactions, et d'envisager une manière différente d'interagir avec les autres. Mais ces questionnements, aussi importants soient-ils, semblaient dérisoires face à la gravité de ce qui se jouait ailleurs. Car Jennifer et Yolande, toujours sous la menace de Nadia, s'enfonçaient dans un isolement de plus en plus marqué, chaque pas les éloignant un peu plus de toute possibilité d'intervention immédiate. Leur progression s'arrêta finalement, dans un lieu choisi avec soin, comme si Nadia avait atteint une étape clé de son plan. Le silence qui s'installa à cet instant était encore plus lourd que les précédents, chargé d'une attente inquiétante. Jennifer sentit son souffle se bloquer, consciente que quelque chose d'important allait se produire. Nadia se tourna enfin vers elle, son regard traversant, comme si elle évaluait une dernière fois la situation avant d'agir. Il n'y avait plus de doute possible, elles étaient au cœur d'un piège parfaitement orchestré, dont elles ne contrôlaient aucun paramètre. Et dans ce face-à-face suspendu, une certitude s'imposait peu à peu, froide et implacable, le moment décisif approchait, et rien ne garantissait qu'elles en sortiraient indemnes. Le moment que Jennifer redoutait sans pouvoir le nommer venait enfin de se matérialiser, comme si toutes les tensions accumulées convergeaient vers cet instant précis où le contrôle de Nadia s'affirmait pleinement. L'endroit où elles avaient été conduites n'était pas choisi au hasard. Isolé, difficile d'accès, il offrait un avantage évident à celles qui maîtrisaient la situation, réduisant à presque rien toute possibilité d'intervention extérieure. Jennifer sentit son esprit s'accélérer, cherchant désespérément une issue dans un espace où tout semblait verrouillé.
Chaque élément du décor devenait un point d'analyse, chaque geste de Nadia une donnée à interpréter. Mais malgré ses efforts, elles devaient faire face à une évidence implacable. Elles étaient désormais entièrement dépendantes des décisions de leur ravisseuse. Yolande, malgré la fatigue qui la gagnait, resta étonnamment droite, comme si elle refusait de se laisser écraser par la situation. Son regard ne quittait pas Nadia, non pas dans une confrontation ouverte, mais dans une tentative de compréhension, comme si elle cherchait à anticiper ce qui allait suivre. Elle savait que dans ces moments-là, la lucidité était la seule arme qui leur restait. Nadia, face à elle, semblait atteindre une forme d'équilibre inquiétant, celui d'une personne convaincue de la justesse de ses actes, ou du moins de leur nécessité. Elle n'élevait pas la voix, ne multipliait pas les menaces, mais imposait une présence qui suffisait à maintenir une tension constante. Cette maîtrise donnait à la situation une dimension presque irréelle, comme si tout se déroulait selon un scénario déjà écrit. C'est alors qu'un élément extérieur vint perturber cet équilibre fragile. Au loin, un bruit, à peine perceptible, mais suffisant pour attirer l'attention de Nadia. Son regard se durcit immédiatement, son corps se tendit, révélant une vigilance accrue. Jennifer capta ce changement, et pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir traversa son esprit. Pendant ce temps, Laura et Arthur approchaient enfin du point de convergence, guidés par une combinaison d'intuition et d'indices accumulés. Leur progression s'était faite dans une tension constante, mais ils savaient désormais qu'ils étaient proches, très proches. Chaque pas les rapprochait d'un affrontement inévitable, et aucun des deux ne cherchait à l'éviter. Arthur, le visage fermé, avançait avec une détermination nouvelle, comme si la réalité de la situation avait fini par dissiper ses hésitations. Il ne voyait plus Nadia comme une sœur, mais comme une menace à neutraliser, une position difficile mais nécessaire. Cette transformation intérieure, bien que douloureuse, lui permettait d'agir avec une clarté qu'il n'avait pas quelques heures auparavant. Laura, consciente de ce basculement, ajusta sa stratégie en conséquence. Elle savait que l'affrontement serait délicat, que la présence de Jennifer et Yolande compliquerait toute intervention. Elle ne pouvait pas se permettre une action impulsive, chaque mouvement devait être calculé pour éviter toute mise en danger supplémentaire. Au commissariat, les informations issues du portrait robot commençaient à circuler, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'enquête. Stanislas et Idriss, désormais en possession d'un élément concret, multipliaient les vérifications, cherchant à identifier la femme décrite par Suzanne. Cette avancée, bien que tardive, pouvait encore jouer un rôle crucial dans le dénouement de l'affaire. Suzanne, quant à elle, restait sous surveillance, consciente que sa coopération ne la mettait pas totalement à l'abri. Elle avait franchi une étape en avouant, mais elle savait que les conséquences de ses actes ne disparaîtraient pas pour autant. Son regard, désormais plus calme, trahissait cependant une forme de soulagement, comme si elle avait enfin cessé de porter seule le poids de ce secret. Au Mistral, Blanche et William venaient de franchir une étape importante en officialisant leur plainte. Ce geste, au-delà de sa portée juridique, représentait une affirmation claire de leur valeur, une manière de refuser le silence face à l'injustice. Leur retour au bar, marqué par un échange plus léger, témoignait d'un besoin de retrouver un équilibre, même temporaire. Mais ailleurs, l'équilibre n'existait plus. Jennifer et Yolande, toujours face à Nadia, sentaient que quelque chose était sur le point de basculer. Le bruit perçu précédemment se faisait plus distinct, et Nadia ne pouvait plus l'ignorer. Son regard se tourna dans la direction du son, trahissant une inquiétude qu'elle ne parvenait plus totalement à dissimuler. Jennifer comprit immédiatement que cette perturbation pouvait représenter leur seule chance. Elle échangea un regard avec Yolande, un regard bref mais chargé de sens, comme une communication silencieuse entre deux personnes qui n'avaient plus besoin de mots. Elle savait que le moment était venu de rester prête, sans précipitation, mais sans relâchement. Nadia, de son côté, se trouvait face à un dilemme, maintenir son contrôle ou réagir à la menace extérieure. Cette hésitation, aussi infime soit-elle, créait une fissure dans sa posture jusque-là parfaitement maîtrisée. Et dans cette fissure, Jennifer et Yolande percevaient une opportunité, fragile mais réelle. Puis, soudain, la situation bascula. Laura et Arthur apparurent, leur présence rompant brutalement l'équilibre instauré par Nadia. L'instant se figea, comme suspendu entre deux réalités opposées, celle du contrôle et celle de la confrontation. Aucun mot ne fut nécessaire pour comprendre que tout allait se jouer maintenant. Arthur fixa Nadia, et dans ce regard se mêlaient colère, incompréhension et une détermination sans faille. Nadia, elle, ne recula pas, mais son expression changea, révélant une tension nouvelle, comme si elle prenait conscience que son plan venait d'atteindre ses limites. Laura, prête à intervenir, analysait chaque mouvement, consciente que la moindre erreur pourrait être fatale.
Le face-à-face était total, chaque protagoniste enfermé dans un instant où le passé, les choix et les conséquences se rejoignaient. Et dans ce silence tendu, une seule question restait en suspens. Qui ferait le premier mouvement, et à quel prix ?